Bonjour à tous, veillez à garder vos micros fermés. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dont je vais vous présenter en quelques mots la logique et l'origine. L'Institut français du monde associatif a été créé en janvier 2019, il y a un peu plus de 3 ans, après une longue période de préfiguration et d'incubation, au cours de laquelle nous avons essayé de cerner à la fois ses objectifs et son mode de fonctionnement. L'Institut est le fruit d'une initiative de Simone André, qui a été longtemps adjointe au maire de Lyon et qui a été une personnalité marquante de la vie associative lyonnaise. Simone André est très âgée aujourd'hui, elle est retirée de la vie active, mais elle a été à l'origine de cette création. Et bien que ce soit une forte personnalité, Simone avait souhaité réunir un groupe de travail et créer les conditions d'une intelligence collective pour créer cet institut. Et au cours de l'activité de ce groupe de travail, nous avons décidé d'orienter l'activité de l'Institut vers la recherche. Nous avons estimé qu'il existait déjà pas mal de structures consacrées à la vie associative, mais qu'il y avait une énorme disproportion entre l'importance du fait associatif dans notre société, sa présence dans tous les domaines, le poids du bénévolat, de l'emploi associatif, etc. Et puis, la très faible visibilité de la production de connaissances sur le fait associatif. C'est ce besoin de produire, de diffuser, de rendre accessible la connaissance du fait associatif que nous avons placé au centre de l'activité de l'Institut. Nous pensons que cette production de connaissances est probablement un des facteurs clés d'une meilleure reconnaissance de la place des associations dans la société. C'est ainsi que nous avons conçu l'Institut et nous lui avons donné 3 missions. Premièrement, inciter la recherche. Inciter la recherche, ça veut dire lever des moyens, des fonds pour financer la recherche. Nos capacités de financement sont encore très modestes, mais elles sont réelles et c'est le premier levier d'action que nous avons imaginé de manière à encourager les travaux de recherche sur les sujets d'intérêt général et notamment sur les différentes dimensions du fait associatif. La deuxième mission de l'Institut, c'est de rendre cette connaissance accessible et utile pour les acteurs associatifs. Et c'est en développant cette deuxième mission que nous nous sommes rendus compte qu'il existait en réalité déjà beaucoup de ressources dans le domaine de la recherche qui étaient intéressantes pour le fait associatif, mais que ces ressources, c'est-à-dire concrètement des chercheurs ou des équipes de recherche ayant mené des travaux sur le fait associatif ou intéressants pour le fait associatif, étaient dispersées, d'où leur invisibilité. Nous avons aujourd'hui un bon millier de noms dans notre fichier de chercheurs qui montrent que si les chercheurs qui ont consacré l'essentiel de leur œuvre au fait associatif sont très peu nombreux, les chercheurs qui ont quelque chose à dire sur le fait associatif sont en réalité dispersés un peu partout dans les universités, dans les équipes de recherche. Et donc, ça nous a amené à donner plus d'importance à ce qui est notre troisième mission, c'est-à-dire structurer un réseau de connaissances. L'Institut n'est pas un acteur clé du financement de la recherche, c'est un acteur marginal du financement de la recherche. En revanche, en 3 ans, il est devenu un acteur central de l'animation d'un réseau de connaissances sur le fait associatif. De nombreux chercheurs se sont rapprochés de nous, ceux qui sont dans notre conseil scientifique, bien entendu, ceux qui ont déjà été lauréats de nos appels à projets et dont nous avons financé des recherches, et ceux que nous avons contactés à l'occasion de nos webinaires, de nos groupes de travail, de notre activité. Et nous nous sommes rendus compte que cette place de plateforme d'échange, de réseau de connaissances, d'animation du travail collectif, cette place, elle était vacante et que l'Institut pouvait l'occuper très légitimement.
La construction de l'activité de l'Institut, nous avons essentiellement fait deux choses. Nous avons d'abord mené une enquête très approfondie auprès des acteurs du monde associatif sur les besoins de connaissances. Nous avons enquêté par différents moyens. Nous avons animé un certain nombre de réunions régionales avec les acteurs associatifs pour discuter avec eux de ce qu'étaient les enjeux de connaissances. Et nous avons créé et animé depuis 3 ans un certain nombre de groupes de travail sur des thématiques que nous avions identifiées entre nous ou que nos débats avec les acteurs associatifs avaient fait émerger. Parmi ces thématiques, celles des modèles socio-économiques et de la création de valeur par les associations ont rapidement émergé comme un enjeu clé qui intéresse les acteurs associatifs. La question du financement du modèle économique traverse le monde associatif depuis de nombreuses années, ce n'était donc pas une surprise, mais nous nous sommes aperçus que cette question intéressait aussi des chercheurs et également des parties prenantes, des financeurs, des partenaires, des organismes qui travaillent avec le monde associatif. Nous avons donc décidé de travailler sur cette question et nous avons réuni un groupe de travail qui a rassemblé plus de 40 chercheurs et acteurs du monde associatif et qui a, en plusieurs réunions, commencé à décanter cette thématique. Pour mener à bien ce travail, nous avons donné à ce groupe un double pilotage. Il y a à la fois un groupe de chercheurs dont certains vont s'exprimer aujourd'hui, et puis les instances de gouvernance de l'Institut et des acteurs du monde associatif. L'activité de ce groupe de travail s'est déroulée en 4 étapes. Une première étape qui a consisté à définir, décanter, si j'ose dire, les enjeux de connaissance. La thématique est extrêmement large et donc il fallait évidemment la problématiser de manière plus précise, faire le point sur l'état de l'art, les travaux de recherche, les expérimentations, les éléments de connaissance qui existaient sur le sujet. Après avoir fait ce travail, identifier ce que nous avons appelé les angles morts de la connaissance, c'est-à-dire les besoins de connaissance encore à explorer, et enfin orienter l'action de l'Institut dans ce domaine. Et c'est à partir des activités de ce groupe de travail que nous avons lancé notre appel à manifestation d'intérêt. Alors, je voudrais, pour présenter cet appel à manifestation d'intérêt, insister sur 2 points. En dehors du fait que la connaissance mérite toujours d'être approfondie et qu'elle mérite également d'être diffusée sous des formes qui soient accessibles à l'ensemble des acteurs du monde associatif, et ce n'est pas une mince affaire, il y a 2 problématiques qui nous ont paru particulièrement importantes et auxquelles je suis personnellement particulièrement attaché. Première problématique, la question de la création de valeur. La question du modèle économique des associations est posée depuis de longues années. En revanche, le fait d'aborder la question… Pourquoi je ne peux pas entendre? Pourquoi je ne peux pas entendre? Je vais péter les plombs là. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. En revanche, l'idée que les acteurs associatifs sont créateurs de valeur et que leur place dans la société, dans l'économie, peut être analysée sous l'angle de la création de valeur est une idée nouvelle que j'ai lancée il y a maintenant 5 ans à la Fonda, dont je suis vice-président, à la suite d'un groupe de travail sur le modèle économique des associations. Et la Fonda a depuis fait des travaux d'exploration, d'enquête, et commencé à formuler des problématiques sur cette question. J'en parle notamment parce que dans une semaine, la Fonda publiera avec l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée un rapport de recherche et d'évaluation, de recherche évaluative sur 4 des territoires zéro chômeur de longue durée, et que ce rapport de recherche est une illustration
de la problématique que nous avons essayé de construire. Mais encore une fois, ce travail a été un travail purement exploratoire et donc il est loin d'avoir épuisé l'ensemble des enjeux de recherche sur ce secteur. Ce que nous avons en tout cas prouvé, c'est que l'approche de la place, de l'utilité, de l'efficacité des associations sous l'angle et avec les concepts liés à la création de valeur était effectivement heuristique, productrice de connaissances et qu'elle permettait de renouveler notamment les démarches relatives à l'évaluation et à ce qu'il est convenu d'appeler la mesure de l'impact. Et notre groupe de travail a permis de montrer que, au-delà de cette première exploration, il fallait en particulier approfondir l'articulation entre le modèle socio-économique des associations, c'est-à-dire la façon dont elles mobilisent, articulent, régénèrent un ensemble de ressources, à la fois financières et humaines, et puis leur capacité à créer de la valeur. Cette articulation, elle est reprise dans notre appel à manifestation d'intérêt, elle est au cœur de notre démarche. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la démarche que nous avons entreprise, qui consiste d'une part à proposer de poursuivre l'activité de recherche sur ce point sous la forme de recherche participative. L'expérience que j'ai eue avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée montre que sur ces questions, il y a bien besoin d'une interaction étroite, problématisée, rigoureuse entre les acteurs dans leur contexte d'action et la recherche. La recherche ne peut se développer en la matière indépendamment d'un ancrage dans le terrain, mais dans l'idée que nous nous faisons de la recherche participative, les associations ne sont pas seulement un terrain, elles sont un acteur de la production de connaissances. La conception que nous avons de ce travail est vraiment l'animation, la structuration d'une activité réflexive au service des acteurs associatifs eux-mêmes. C'est, je pense, un élément clé de l'éthique de la connaissance qui anime l'Institut français du monde associatif. Et enfin, je voudrais conclure cette présentation en rappelant ce qu'est l'esprit d'un appel à manifestation d'intérêt. Au cours de nos enquêtes et de nos groupes de travail, nous avons été, bien entendu, très souvent confrontés à la difficulté de la gestion, de la généralisation des appels à projets. Nous n'avons nous-mêmes pas pu faire autrement au début de notre activité que de lancer des appels à projets, mais aussi bien dans le monde associatif que dans le monde de la recherche, les limites de cet exercice, la façon dont la multiplication des appels à projets pèse sur l'efficacité même, l'activité, que ce soit des chercheurs ou des associations, n'a pas manqué d'être soulignée. En passant d'une technique d'appel à projet à celle de l'appel à manifestation d'intérêt, nous retenons évidemment l'idée de faire appel à des candidatures, de susciter des candidatures autour de nos projets, mais l'esprit dans lequel nous sommes, c'est que les acteurs de l'appel à manifestation d'intérêt ne sont pas fondamentalement en concurrence les uns avec les autres. Bien entendu, nous ne pourrons pas accompagner et financer l'ensemble des recherches qui nous seront proposées et il y aura bien un moment un processus de sélection. Mais la finalité de cette démarche est que l'ensemble des acteurs qui se joindront à notre projet, à notre volonté d'approfondir la connaissance sur ces questions, soit dans une situation de coopération. Nous souhaitons que les équipes ne soient pas en concurrence ni en compétition, mais que dans ce monde dont les valeurs de la coopération, les valeurs du faire ensemble sont structurantes, nous souhaitons que l'activité de recherche reflète également cette attitude par rapport aux enjeux. Nous reviendrons bien entendu dans la suite de ce webinaire sur nos méthodes, mais c'est un point particulièrement important pour l'esprit dans lequel l'Institut français du monde associatif aborde cette démarche de recherche.
Merci Yannick, bonjour à toutes et tous. Nous allons sans plus tarder vous présenter à deux voix les axes thématiques de ce programme qui sont euh, directement issus du groupe de travail que Yannick vient d'évoquer. Je vais laisser la parole à Elena pour démarrer la présentation des axes thématiques. Oui, Elena bonjour, Lassida, pardon. bonjour à tous, merci Florian. Donc voilà, et on propose trois axes thématiques pour cette appel à manifestation d'intérêt. Ces trois axes thématiques sont issus du groupe de travail dont parlait Yannick tout à l'heure, et qui a travaillé sur les deux thématiques que sont les modèles socio-économiques et la création de valeur. Et nous avons voulu que les trois axes qui sont proposés pour l'appel à manifestation soient différentes manières d'articuler ces deux thématiques qui souvent sont travaillées et abordées de manière séparée. Et donc, dans le premier axe, on propose d'articuler modèle socio-économique et création de valeur dans le cadre d'une structure, d'une association. Dans le deuxième, on change un peu d'échelle et on va proposer d'articuler ces deux thématiques, mais pour mieux analyser la spécificité politique ou sociopolitique du monde associatif et sa différence par rapport à l'État et au secteur privé. Donc là, on va dans une échelle plus grande. Et dans le troisième axe, l'articulation se fait autour des outils, donc plus avec une approche plus opérationnelle de pilotage des modèles socio-économiques à partir de la valeur créée. Donc, trois manières différentes d'articuler ces deux thématiques. Donc, je dis un mot sur le premier axe que vous avez là sous les yeux, qu'on a intitulé « Analyser les processus évaluatifs en tant que démarche stratégique et délibérative productrice de valeur ». Là, le but, c'est de pouvoir analyser un peu les démarches d'évaluation qui vont au-delà un petit peu de l'approche qu'on voit souvent d'une évaluation pensée en termes de mesures d'impact social qui se réduit à l'identification des résultats notamment sur les bénéficiaires. Et nous pensons que la valeur créée par les associations concerne également leur identité, leur spécificité, leur contribution propre à la manière de faire société. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous déclinons ce premier axe dans ces trois thèmes que vous voyez dans le slide. Donc, révéler la valeur, c'est-à-dire voilà, comment l'évaluation permet de révéler la valeur créée, pas uniquement en termes d'impact sur des résultats concrets et ciblés sur des bénéficiaires, mais comme une manière propre de contribuer à faire société. Le deuxième, discuter les apprentissages. Donc là, on voit bien le lien avec la question, avec la stratégie et le modèle socio-économique. Donc, comment l'évaluation est une manière aussi d'apprendre. C'est un processus d'apprentissage à partir de ce qu'on fait plutôt que uniquement de contrôle ou de vérification que les objectifs ont été atteints. Et le troisième, construire collectivement des stratégies, c'est voilà, pour voir comment justement cette approche de l'évaluation et de la valeur permet également de revisiter et de redéfinir ensemble et collectivement la stratégie de la structure. Voilà donc pour le premier axe. Merci Elena. Et donc, on peut passer au second axe, développer la connaissance des spécificités des modèles socio-économiques, on dira MSE, et de la valeur créée par les associations. Et donc, vous voyez, il y a 3 points dans cet axe qu'on a vraiment voulu
abordé sous le double prisme des modèles socio-économiques et de la valeur créée. Donc, on va le faire à deux voix avec Elena. Tout d'abord, le premier enjeu est de documenter la fonction sociopolitique associative alors, sous l'angle des modèles socio-économiques. Déjà dire, ce que l'on nomme fonction sociopolitique associative, c'est la capacité des associations à identifier des besoins non couverts, à inventer des solutions innovantes, à interpeller le politique, faire levier sur le droit commun, et puis à produire du lien social, de la mixité, à proposer des espaces de délibération et de démocratie. Nous pensons que cette fonction sociopolitique qui caractérise le fait associatif peut être mieux comprise par le prisme des modèles socio-économiques des associations, c'est-à-dire par la façon dont les associations vont mobiliser différents types de ressources. Par exemple, en mobilisant des ressources bénévoles et de l'engagement citoyen, ou encore en mobilisant des coopérations et des alliances pour mieux affronter un problème, ou enfin en cherchant pour son projet une autonomie financière permettant une liberté d'action. Et si on dit mobiliser des ressources humaines, des ressources financières, des ressources partenariales, on peut avoir une lecture gestionnaire des modèles socio-économiques. Mais si on dit engagement citoyen, coopération sociétale, liberté d'action, là, on peut aussi en avoir une vision sociopolitique. Et c'est un angle d'étude qui nous semble innovant. Elena. Oui, donc du coup, ce premier point sur la fonction sociopolitique, et elle concerne également la création de la valeur par les associations. On voit le lien avec ce que je disais déjà dans le premier axe. Et donc, du coup, la création de valeur et l'évaluation et l'identification de la valeur des associations devrait permettre de mettre mieux en évidence justement cette fonction sociopolitique et de répondre à des questions du type comment on a détecté des besoins, quels sont les processus qui nous ont permis d'inventer des nouvelles solutions, qu'est-ce qui nous a permis dans nos modes de gouvernance, par exemple, ou dans la stratégie partenariale, de faire levier sur les politiques publiques, qu'a-t-on apporté à nos bénéficiaires à travers nos modalités participatives, délibératives et démocratiques, comment l'engagement et notamment l'engagement bénévole a-t-il permis de faire évoluer les perceptions de la société sur un sujet donné. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse présenter l'évaluation et l'identification de la valeur créée comme quelque chose qui permet de dire pas seulement ce que l'association fait et ce qu'elle produit, mais également ce qu'elle est, son identité, et donc sa manière aussi de gouverner et de travailler ensemble. Alors ensuite, le deuxième point, analyser la spécificité des modèles associatifs sous l'angle des modèles socio-économiques. Dans le cadre de notre groupe de travail, acteurs-chercheurs, tous nous ont dit que les associations étaient aujourd'hui soumises à l'influence de deux grands modèles. D'un côté, le modèle que l'on appelle institutionnel, qui tend à assimiler les associations à des délégataires de services publics, en particulier sous l'effet de l'accroissement de la commande publique. Et puis, de l'autre côté, le modèle que l'on appelle à impact ou d'entrepreneuriat social, qui regarde avant tout l'intérêt des associations en fonction de leurs résultats, qui les incite à mobiliser les modes de productivité de l'entreprise pour optimiser leur impact. Dans le premier cas, le modèle institutionnel, c'est un modèle descendant, issu de la volonté de la puissance publique. Dans le second cas, l'entrepreneuriat social, c'est un modèle qui met au centre la logique économique et l'impact. Et dans les deux cas, on peut avoir tendance à invisibiliser la fonction sociopolitique associative. L'initiative citoyenne, qui est un modèle ascendant d'intérêt général, la dimension collective, délibérative et démocratique, qui dépasse la fonction de service, mais aussi la logique économique. Et donc, comprendre la spécificité des modèles associatifs, c'est comprendre comment les modèles socio-économiques des associations se distinguent de ces deux modèles d'influence que sont le modèle institutionnel et le modèle à impact. Et c'est un angle de recherche que nous proposons à travers notre appel à manifestation d'intérêt. Voilà, et donc du coup, ça concerne également la démarche d'évaluation et de création de valeur, parce que aussi là-dessus, on voit l'influence des deux modèles que vient d'évoquer Florian. Donc, on voit que souvent les associations, autant dans les modalités d'évaluation, dans la recherche de financement, dans les types de partenariats, ils sont sous l'influence des modèles soit
soit des services publics, soit du marché privé, du marché des entreprises classiques. Et donc, là, la question serait de voir comment, de bien identifier ces influences et de quelle manière, quelle est l'origine de cette influence de ces deux modèles par rapport au modèle associatif, et également et surtout d'étudier de quelle manière justement le modèle associatif peut s'autonomiser, s'émanciper des modèles du service public et des modèles du marché privé, et pour pouvoir et donner à voir, révéler, donner à voir sa valeur créée. Et puis, il y a un troisième point qui nous a paru extrêmement important, c'est de valoriser la capacité d'innovation associative. Au cours de notre groupe de travail exploratoire, la question de l'innovation sociale a vraiment été placée au cœur des modèles socio-économiques associatifs, parce que finalement, les modalités par lesquelles une association mobilise une diversité de ressources au sein de son organisation, les richesses humaines, mais aussi au sein de son écosystème, des ressources financières ou partenariales, ces modalités-là peuvent être en soi une source d'innovation. Par le biais d'alliances et de partenariats, les associations ont par exemple une capacité à croiser des compétences différentes. Elles savent aussi s'appuyer sur une expertise de terrain en mobilisant des bénévoles ou directement les publics qui sont confrontés aux problèmes qu'elles cherchent à résoudre. Elles savent également mobiliser une diversité de ressources financières pour lancer des projets en réponse à des besoins non couverts. Et puisqu'elle est au cœur des modèles socio-économiques des associations, il semble important de comprendre comment cette capacité d'innovation est reconnue et valorisée par les partenaires publics et privés. Comment se positionnent les financements publics ou encore la philanthropie sur les questions d'innovation, comment les associations s'organisent pour lever l'investissement nécessaire à l'innovation. Tant de sujets qui restent à documenter. Voilà, et donc cette question de l'innovation et de la capacité d'innovation des associations concerne et est directement en lien aussi avec leurs valeurs créées. Donc, on peut le voir et au niveau des besoins qui sont identifiés, des solutions qui sont trouvées à ces besoins. Les associations ont inspiré de nombreuses politiques publiques au niveau du handicap, du RSA, des services civiques, etc. Elles ont été aussi très innovante et avec une forte capacité de proposition au moment du Covid, et voilà, en montrant justement comment elles étaient capables de proposer des solutions innovantes d'aide aux plus démunis, d'accompagnement des familles, contribution à la vaccination, etc. Donc là, c'est un premier domaine d'innovation. Deuxième domaine d'innovation qui est propre aussi aux associations, c'est par rapport à tout ce qui est les modalités de gouvernance, les processus, la stratégie. Donc là, également, et ça touche directement donc, les modèles socio-économiques. Et je dirais, troisième domaine d'innovation, c'est montrer des formes de transformation de la société, cette capacité justement à introduire des logiques collectives nouvelles dans la société. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui est intéressant et important de pouvoir donner à voir au niveau de la création de valeur. Donc, voilà. Alors, je voulais peut-être finir cette partie sur la création de la valeur en faisant une invitation, une information, une invitation dans le groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale auquel je participe, qui s'appelle le GREUS. Nous organisons le 14 juin, le 14 juin, une rencontre sur justement, pour présenter un petit peu notre approche de l'évaluation de l'utilité sociale et qui nous semble un peu répondre ou correspondre aux enjeux qu'on vient d'évoquer. Je vous mettrai dans la discussion le lien de cette journée si ça vous intéresse. Merci Elena, et donc on peut passer au troisième axe, renforcer l'outillage intellectuel et stratégique
des dirigeants associatifs pour un meilleur pilotage des 3 leviers sur lesquels repose leur modèle socio-économique. À l'issue de notre groupe de travail, alors on a noté que la littérature était déjà abondante sur les modèles socio-économiques. On peut citer les travaux conduits par le Rameau, mais aussi le programme de connaissances mis en place par le FONGEP, qui a soutenu 4 équipes de recherche sur 4 expérimentations différentes, ou encore les revues de littérature en France et en Europe qui ont été pilotées par l'INJEP. Mais malgré cette littérature abondante, notre groupe de travail a noté que certains angles des modèles socio-économiques restaient encore à éclairer pour mieux comprendre chacun des 3 leviers des modèles socio-économiques et aussi permettre aux dirigeants associatifs de mieux piloter leur MSE, de mieux piloter la valeur créée. Il y a donc 3 sujets en particulier qui nous semblera important d'éclairer. Le premier sujet, c'est quels sont les processus par lesquels l'engagement contribue au modèle socio-économique associatif et à la création de valeur. Comment, par exemple, le bénévolat contribue à l'identification des signaux faibles de la société ou aux interactions territoriales qui forment aussi la valeur d'un projet associatif. Deuxième sujet, les partenariats et alliances sont un levier important des MSE associatifs, mais on connaît encore mal finalement, quels sont les processus de création de valeur qui sont propres à la coopération. Troisième sujet, les mutations des financements publics ont été largement décrits par la statistique et notamment par les travaux du Vian Chernonog avec un historique sur une quinzaine d'années. En revanche, l'incidence de ces mutations sur les modèles socio-économiques associatifs reste encore à analyser. C'est une problématique importante pour outiller le dialogue avec les partenaires et pour mieux évaluer et accompagner les effets de ces évolutions sur le projet associatif. Et maintenant, on va passer je vais laisser la parole à Claire Bréchard sur les attendus méthodologiques. Merci Florian. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'aurez compris, ce programme de recherche, c'est bien un programme de recherche participative. C'est important pour nous parce qu'on considère que les associations sont vraiment porteuses et productrices de connaissances et donc on souhaite promouvoir la co-construction de recherche par les acteurs et par les chercheurs à travers cette approche. Ce type de recherche présente plusieurs avantages. Tout d'abord, la recherche participative permet vraiment de réduire les écarts entre les approches conceptuelles de la recherche et les besoins concrets des acteurs qui ne se rencontrent pas toujours. Elle garantit aussi que les chercheurs et les recherches qu'elles produisent sont bien appropriées par les acteurs en associant les acteurs associatifs à la définition des livrables, par exemple. Pour les acteurs associatifs, c'est aussi l'occasion de capitaliser et de diffuser leurs expériences. Pour ce qui est des chercheurs, la recherche participative permet de produire des connaissances nouvelles en maximisant les bénéfices sociétaux de leurs travaux. La recherche participative a aussi l'avantage de promouvoir la recherche comme une ressource stratégique au sein du monde associatif. Elle peut vraiment venir nourrir l'environnement institutionnel, par exemple en permettant d'élaborer des dispositifs de soutien qui sont plus proches des préoccupations des acteurs sociaux. Ce faisant, elle renforce la contribution de la recherche en sciences humaines et sociales à l'innovation, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, par ses processus et ses résultats, elle contribue aussi à l'enrichissement du débat public et à l'émancipation civique. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur les critères méthodologiques auxquels les projets devront répondre. Donc, les projets doivent systématiquement prévoir la mise en lien entre au moins un chercheur et une association dans un projet collaboratif. L'Institut pourra éventuellement être mobilisé pour faciliter la mise en lien. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Je ne détaille pas ça encore à ce stade-là. Les projets devront impliquer obligatoirement des sciences humaines et sociales dans les travaux et donc une méthodologie de recherche participative. Il faudra en particulier prévoir une définition conjointe entre les acteurs et les chercheurs des questions de recherche et aussi des livrables de restitution qui seront issus des travaux. On portera une attention particulière aux modalités par lesquelles les projets embarquent la dimension de co-construction. Donc, ce sera vraiment important que vous précisiez bien dans votre candidature la manière dont la coopération acteur-chercheur s'est construite. De quelles questions vous êtes partis, comment vous vous y prenez pour transformer cette question en problématique de recherche, comment vous voyez le déroulé de la recherche dans une approche collaborative, ce genre de choses. Ce sera à détailler dans la lettre d'intention, donc. Et enfin, les projets devront mettre en place un dispositif tiers de réflexivité.
Là, l'idée de ce dispositif, c'est qu'il ait une fonction d'alerte, d'optimisation, de sécurisation de la conduite du projet. Alors, on n'a pas forcément de recommandations sur le type de dispositif que vous pourriez mettre en place. Ça, on vous laisse l'inventer. Mais il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit prévu pour sécuriser le projet et les modalités de coopération dans le temps long. Parce qu'une recherche participative, ça dure longtemps. Si jamais ce dispositif représente un coût, il faudra bien penser à le budgéter aussi au stade de la lettre d'intention. Voilà pour ce qui est des critères. J'ajoute aussi quand même une chose, c'est qu'on ne peut pas prescrire ou orienter une méthode particulière de recherche participative. Il en existe plein. On ne va pas s'aventurer à vous donner une définition et on ne souhaite pas orienter vers une méthodologie en particulier. Par contre, on a pu quand même observer qu'il y a pas mal d'incompréhension autour de ce que la recherche participative peut être. Donc, je vais vous donner quelques éléments qui, pour nous, ne sont pas de la recherche participative. Donc, la co-construction de projets de recherche participative, ce n'est pas la même chose qu'une consultation. On est bien dans l'idée de créer des espaces collectifs pour analyser ensemble des problématiques de recherche. Donc, les associations ne sont pas juste des terrains de recherche. On n'est pas non plus dans une logique de crowdsourcing, de simple collecte de données par les acteurs associatifs. Ça doit vraiment aller plus loin pour que l'association soit vraiment actrice de la recherche et qu'elle contribue à ces différentes étapes. On n'est pas non plus dans une logique de consulting. Donc, la recherche participative n'a pas pour objectif de simplement répondre à une question opérationnelle d'une association. Elle doit vraiment venir renforcer la connaissance scientifique sur cette thématique. Je précise également que ce n'est pas un audit de l'action de l'association. C'est-à-dire que l'objet de la recherche ne peut pas se limiter à valider l'action de l'association, à lui donner une caution scientifique. Ce n'est pas non plus un outil de contrôle par les partenaires sur les performances de l'activité associative. Et enfin, je précise que ce n'est pas non plus un projet de développement de l'association pour investir dans le modèle économique de la structure. S'il y a des financements qui sont alloués, ça ne doit pas servir le modèle économique de la structure, c'est vraiment un projet en soi. Donc, en somme, nous, on va vraiment veiller à ce qu'il y ait un réel équilibre entre les finalités de la recherche et celles des associations. On aura une double exigence scientifique et stratégique. Donc, d'un point de vue scientifique, la recherche devra, je vous l'ai dit, contribuer à la connaissance en répondant aux canons de la recherche scientifique. Et d'un point de vue stratégique, les projets ils devront répondre aux enjeux stratégiques du monde associatif dans son ensemble, pas uniquement à l'échelle de l'association participante. Il faut que ce soit des problématiques un peu plus globales. On veillera aussi à ce que les projets prévoient bien l'investissement en temps de chacune des parties, donc associatives ou scientifiques, dans la durée. Là, l'idée de ce programme, c'est que les recherches durent environ 1 an et demi. Il faudra vraiment que la participation de toutes les parties s'inscrive vraiment dans la durée et qu'elle soit garante du bon déroulé de la recherche du début à la fin. Voilà, j'en ai fini par rapport à ces questions-là. Je vous propose qu'on passe maintenant au temps de questions-réponses. Alors, comme je vous parlais, je n'ai pas pu voir s'il y avait des questions qui étaient arrivées dans le chat. Je propose aux autres intervenants de prendre la parole si vous souhaitez, déjà réagir à ce qui a été posé, le temps que j'aille voir s'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Alors, merci Claire. Je crois qu'on a répondu dans le chat au fur et à mesure que les questions étaient posées, mais il y a des questions nouvelles qui arrivent. Donc, quelles sont les modalités de réponse à cet appel à manifestation d'intérêt? On y revient juste dans la partie suivante. Donc, on vous demande encore quelques minutes de patience avant d'avoir la réponse à cette question. Quel est le budget alloué pour cet appel à manifestation d'intérêt? Alors, on a un budget qui est en cours de constitution avec des discussions partenariales qui vont s'échelonner, qui ont commencé à démarrer bien entendu, et qui vont s'échelonner jusqu'au mois de novembre. Donc, en fait, aujourd'hui, le budget n'est pas déterminé. On a un objectif qui est un objectif de 200 000 €. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur ce point. Je crois qu'il y a une question sur… Pardon, Florian.
Oui, oui, j'étais en train de dire, est-ce qu'on peut travailler avec Ouais. un réseau associatif et pas uniquement une association? Moi, je pense que oui. Florian, je ne sais pas ce que tu en Oui, dis, oui. mais a priori, oui, oui, pas de souci. Il faudra bien veiller à équilibrer la place des uns des autres dans le projet. Si au sein du réseau, il y a des associations qui participent aussi. Ouais, j'imagine que c'est ça. Oui, c'est pas une tête de réseau incarnée forcément par une association de tête de réseau, mais plutôt plusieurs associations qui travaillent ensemble. Si c'est ça, oui, pas de souci, en veillant à ce que les rôles de chacun soient bien précisés. Combien de projets seront retenus? On ne sait pas combien de projets vont candidater. Donc et puis vous l'aurez compris, on est aussi sur un modèle d'expérimentation. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas donné d'objectif en nombre de projets. Nous avons un certain nombre d'exigences. Claire a commencé à les évoquer, tant académiques que stratégiques. Donc l'apport à la connaissance, l'apport au monde associatif. Donc voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas d'objectif en nombre de projets, donc on ne peut pas encore répondre à cette question. Alors, allez vous proposer de mettre en lien les associations et les chercheurs qui souhaiteraient en faire partie. On va répondre à cette question dans les modalités, dans le point suivant. Donc, gardez votre question. J'espère qu'on y répondra. Oui, on a prévu d'y répondre. Les associations avec lesquelles nous travaillons sont motivées par l'amélioration de leur MSE. Cela est-il compatible avec votre appel? Alors, oui, dans la mesure où le travail de recherche a bien une contribution de portée générale pour le monde associatif dans son ensemble. C'est-à-dire que s'il ne s'agit pas de répondre à, comment dire, à un enjeu opérationnel ou stratégique d'une association et que les résultats de la recherche ne sont pas applicables au-delà de l'association. Parce que là, on sera plutôt dans ce que Claire nommait une approche de consulting qui, du coup, échapperait au cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Je vois que Julien Maisonnas demande s'il y a un descriptif écrit de chacun des 3 axes présentés. Alors oui, sur le site internet de l'Institut, vous avez un onglet sur lequel vous retrouvez l'intégralité de l'appel à manifestation d'intérêt. Et par ailleurs, vous verrez qu'il y a un onglet aussi ressources. Donc là, sur l'onglet AMI, vous retrouverez les 3 axes. Et sur l'onglet ressources de notre site, toujours, vous trouverez une liste de références bibliographiques qui traitent des sujets de l'AMI, modèle socio-économique et création de valeur. Et il y a notamment le compte-rendu du groupe de travail que Yannick a présenté, dans lequel il y a un détail, de manière plus élaborée, chacun de ces sujets est présenté. On vous invite à bien regarder à la fois le texte de l'AMI et le compte-rendu du groupe de travail. Le lien du site, on me demande, je vous le transmets. La deadline de la soumission, Juliette, on va en reparler, c'est le 3 juin, mais on va en reparler. Est-ce que cette AMI peut financer un dispositif de thèse? Alors ça, là-dessus, on ne sait pas, a priori non. Ouais. Non, on a malheureusement à ce stade, on n'a pas prévu de financer de thèses dans le cadre des programmes de l'Institut. Vous savez qu'une thèse, c'est 90 000 € sur 3 ans. Donc, ça aurait une incidence budgétaire forte qui nous imposerait de financer, par exemple, voilà, deux thèses. Donc, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Donc, pour cette raison, pour l'instant, compte tenu de notre cadre budgétaire, on ne soutiendra pas de thèse. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées qui touchent vraiment aux modalités de réponse, et donc ça va être l'objet de la deuxième partie. Donc, pardon de ne pas y répondre là, mais j'espère ne pas en louper et qu'on pourra y répondre dans un second temps.
Par rapport à la question, qu'entend-on par porteur 1, 2, 3 c'est-à-dire que, vu que c'est de la recherche participative, vous êtes forcément plusieurs parties. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des personnes un peu référentes dans le cadre de la recherche participative, représentant chaque partie. Donc, on n'a pas voulu en mettre que deux parce que ça peut aller plus loin. Ça peut être, je ne sais pas, un acteur associatif, un partenaire du monde associatif et un chercheur. Ou ça peut être deux chercheurs et un acteur associatif, ou l'inverse. L'idée, c'est que dans la lettre d'intention, vous puissiez dire un peu quelles sont les personnes référentes du projet. Et l'idéal, ce serait qu'elles représentent chacune des parties impliquées. On n'a pas voulu en mettre plus non plus pour pas que ce soit l'usine à gaz et qu'on se retrouve avec 10 porteurs de projet. Donc, on s'est accordé sur 3. Ça nous semble pas mal pour représenter chaque partie. Voilà, Il y a la question du cofinancement aussi, Florian. oui, on est sur les modalités. Je pense qu'il faut qu'on aille sur la deuxième partie avant de répondre sur les modalités. Là, c'est plus si vous avez encore des questions sur les thématiques ou sur les axes qu'on vous a présentés ou sur l'esprit général avant peut-être qu'on enchaîne sur les modalités pratiques. Ok. On enchaîne du coup? Alors ou non, pas encore, parce qu'il y en a encore qui arrivent. Ouais. Oui. Vincent de la Ligue 75 demande si le sujet de recherche participative porte uniquement sur les associations avec des statuts ou si le sujet d'étude peut aussi porter sur des collectifs de personnes. La question du fait associatif, pour nous, elle déborde la question du fait associatif institué, donc elle déborde le cadre simplement des associations loi 1901. Donc, la question des collectifs informels pourra effectivement être, des collectifs de personnes pourra être effectivement un sujet de recherche. Oui, donc du coup, donc ça répond à la question de Karine, je pense, qui suit. Oui, là, ce sont des exemples. Alors après, il y a des tiers-lieux qui sont des associations. Donc, voilà. Voilà. Et une question a été posée tout à l'heure, parce que peut-être que dans notre réponse, il y a une ambiguïté. Bien sûr que les têtes de réseau, comme les associations, peuvent être candidates dans le cadre d'une recherche participative. Oui. Alors, tu veux répondre à la question de Mélanie? Oui, est-ce que le travail participatif doit s'inscrire dans un unique travail de recherche ou peut prendre position dans un cadre plus important, type un pôle de ressources? On est bien sur un appel à manifestation d'intérêt de recherche participative. Donc, nous, ce qu'on regardera et ce qui sera important, c'est que le cadre de la recherche participative soit le cœur du projet. Donc, on disait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apporter au monde associatif, mais aussi d'apporter à la connaissance, donc dans une logique de recherche. Donc, ça veut dire que si le projet ne vise pas, avec une méthodologie de recherche participative, avec des équipes de recherche dans la co-construction, ensuite avec des acteurs, bien entendu, mais avec des équipes de recherche, si le projet ne vise pas à compléter la connaissance, alors on est dans autre chose que de la recherche participative et on sort du cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Maintenant que dans le cadre de la recherche participative, on aboutisse, que le projet de recherche aboutisse, en plus de compléter la connaissance, à de l'outillage, à la structuration d'un pôle de ressources, ou voilà, c'est possible. Mais le cœur du projet ne pourrait pas être la constitution d'un pôle de ressources, puisque là, ce ne serait pas spécifiquement un travail de recherche.
On a encore une question sur la dimension internationale. Je pense qu'on est effectivement là plus dans les questions de modalités. Oui. Peut-être que du coup, Florian, on peut passer à la partie suivante si ça te va. Oui, 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 pour respecter Ok. le timing aussi. Et comme Merci ça, pour toutes vos questions en tout cas. Donc voilà, on peut et aller sur les modalités. voilà, on espère répondre dans le cadre de l'intervention aux questions qui ont été posées. Et sinon, on traitera les questions juste après. Hop. Donc Florian, je te passe la parole sur la présentation du Oui. dispositif. Alors, qui peut postuler? Donc, on est bien dans le cadre d'un programme de recherche participative. Donc, ça veut dire que au bout du bout, le projet aura été construit par des acteurs et des chercheurs conjointement. Du côté des acteurs, on souhaite que l'appel à manifestation d'intérêt soit vraiment ouvert à l'ensemble de l'écosystème associatif. Donc, être une association loi 1901. On a ouvert tout à l'heure en disant qu'on pouvait être aussi dans un collectif. Il faut qu'il y ait un référent au sein d'une structure avec une personnalité morale pour toute la durée du projet. Adhérer à la démarche de recherche participative, bien entendu. Du côté des partenaires du monde associatif, être une structure publique ou privée sans but lucratif, partenaire du monde associatif ou opérant dans l'accompagnement des associations. Là aussi, avoir un référent au sein de la structure pour toute la durée du projet, c'est quelque chose qui est important. On insiste sur ce point. Adhérer à la démarche de recherche participative, bien entendu, ça c'est quelque chose qui revient, vous voyez, sur l'ensemble. Et on sera attentif à ce que l'appel à manifestation d'intérêt soit accessible autant pour traiter des problématiques des petites structures ou des collectifs que des structures plus installées. Du côté des chercheurs, donc être chercheur ou rattaché ou non à un laboratoire, ça répond à une des questions qui était faut-il être ou avoir été doctorant. Travailler sur des sujets liés aux objectifs de l'appel à manifestation d'intérêt. Et bien entendu, là aussi, adhérer à la démarche participative, à la démarche de recherche participative. On sera attentif à ce que l'appel à manifestation d'intérêt puisse soutenir en particulier aussi la jeune recherche. Ça, c'est quelque chose qui sera important pour nous. Alors, Claire? Oui, j'arrive. Pardon, je réactivais mon son. Je prends la suite. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Tac. Désolée. Alors, pourquoi postuler? C'est quelque chose qui, on a, pour nous, c'était important de, comment dire, d'intégrer cet appel à manifestation d'intérêt avec ces deux dimensions. On a dit apporter à la connaissance. Donc, pour les chercheurs, bien entendu, c'est de renforcer la connaissance scientifique sur des sujets qui sont à fort enjeu pour le monde associatif, en travaillant aussi au plus près du terrain et puis dans cette démarche de co-construction de la connaissance. Mais l'enjeu, il est bien entendu aussi d'abord d'apporter au monde associatif, à l'écosystème associatif. Donc, pour les acteurs associatifs, c'est de bénéficier d'un éclairage scientifique sur des problématiques d'ordre stratégique ou opérationnel. On l'a dit, hein, avec la portée générale attendue pour les problématiques de recherche, des projets de recherche qui seront présentés. Et pour les partenaires du monde associatif, mieux comprendre les spécificités des modèles associatifs, ce qu'ils produisent. Voilà, c'est permettre aussi d'ajuster, si on est un partenaire financier, si on est une collectivité, si on est l'État, une fondation, d'ajuster peut-être aussi sa propre planification stratégique, politique, mais de mieux aussi entendre et pouvoir répondre aux besoins d'accompagnement des associations. Claire? Oui, pardon, j'arrive, j'étais dans le chat. Hop. Du coup, je vais vous parler maintenant un peu des étapes du programme et puis vous dire un peu en même temps, du coup, comment on postule à cette AMI.
Donc, on a plusieurs étapes. La première, c'est la phase de l'appel à manifestation d'intérêt. On est dedans. Donc, pour y répondre, il faut nous envoyer une lettre d'intention. Peut-être, Ibaralia, tu peux remettre le lien vers la lettre d'intention pour que vous l'ayez sous les yeux. Elle est sur le site de l'AMI, vous la retrouverez facilement. Dans cette lettre, il faudra présenter de manière assez succincte le projet, l'équipe qui porte le projet, votre démarche participative et coopérative, alors que vous avez déjà mis en place ou que vous prévoyez de mettre en place. Faudra aussi y indiquer le budget prévisionnel et le calendrier avec les grandes étapes du projet. Donc, voilà, j'attends que Ibaralia va vous mettre le lien. Il faut vraiment repartir du modèle qu'on vous a mis. Il y a toutes les sections à remplir. À ce stade, on n'attend pas forcément que le projet soit ficelé complètement de A à Z. Ce n'est pas l'idée, c'est un appel à manifestation d'intérêt. On veut simplement que vous décriviez voilà, où vous en êtes, quelles sont vos intentions, ce que vous prévoyez de faire. Donc, la présélection ne sera pas opérée sur la base du niveau de finalisation des projets, mais plutôt sur la base des intentions présentées. Une fois que la lettre aura été complétée, vous la déposerez en ligne. On a mis en place un formulaire. Donc, l'idée, c'est de remplir le petit formulaire et de joindre la lettre d'intention au formulaire. Et de nous soumettre ça jusqu'au 3 juin inclus. Ibaralia vous a remis la page de dépôt des projets. Donc, on ne recevra pas les candidatures par mail. Elles ne pourront pas être traitées si elles nous sont envoyées par mail. Ensuite, après la phase de candidature, on va réunir notre comité de présélection vers mi-juin et on vous informera du statut de la candidature dans les jours qui suivront. À ce stade-là, le jury pourra émettre des recommandations et des points de vigilance auprès des équipes qui auront été retenues. Et on attendra des équipes qui prennent en considération ces éléments, ces recommandations, ces points de vigilance dans la construction des projets dans leur version plus aboutie. J'insiste sur le fait que les projets présélectionnés devront participer à un séminaire de travail qu'on va organiser le 27 juin. Donc, ça aura lieu à Paris toute la journée. L'idée de ce séminaire, pour nous, c'est d'injecter de la méthodologie de recherche participative auprès des projets et de lancer la co-construction sur la base de ces échanges autour de la méthodologie, du partage d'expériences de recherche participative. On souhaite aussi, par ce séminaire, contribuer à la construction d'un réseau de connaissances sur le fait associatif et notamment sur les thématiques des modèles socio-économiques et de la création de valeur. Donc, la participation des physiques, et non pas, il n'y aura pas de solution de visio. La participation physique des projets retenus est obligatoire et on demandera à ce que chaque projet soit représenté par un acteur associatif et un chercheur maximum. Ensuite, pour la seconde étape du programme, c'est vraiment la phase de construction des projets qui auront été présélectionnés. Là, on attend les retours des projets complets pour mi-octobre. Et ensuite, on va rentrer dans la phase d'instruction des projets, donc instruction scientifique et instruction scientifique. Cette double instruction sera réalisée par nos instances de gouvernance, donc par notre comité scientifique et par notre conseil d'administration, ainsi que par les partenaires du programme. Donc, les projets qui répondent bien aux critères scientifiques et stratégiques du programme se verront attribuer une enveloppe budgétaire et le démarrage de la recherche pourra commencer début 2023. On est parti sur un calendrier d'un an et demi à peu près sur la conduite des projets. Donc, voilà pour les grandes lignes du dispositif. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur le volet de mise en lien qu'on souhaite expérimenter dans le cadre du programme. Donc, c'était important pour nous d'ouvrir la possibilité pour les chercheurs et les acteurs de candidater séparément dans le cas où ils n'arriveraient pas à se mettre en lien et à constituer des équipes mixtes avant la clôture de l'AMI. Par contre, j'insiste sur le fait que les projets devront bien, in fine, être des projets de recherche participative, ce qui implique nécessairement un double portage associatif ou partenaire du monde associatif et chercheur. Il faut toujours qu'il y ait cette double dimension dans les projets.
Donc, on vous encourage vivement à constituer vous-même ces équipes mixtes afin de pouvoir présenter dès la lettre d'intention un projet qui sera coporté par ces deux parties. Dans le cas où vous n'y parviendriez pas, vous pouvez tout de même candidater. Dans ce cas-là, il faudra bien préciser dans la lettre d'intention, rubrique présentation de l'équipe, que vous avez un besoin d'accompagnement sur ce point. Et dans ce cas de figure, nous, on étudiera la possibilité de mettre en lien des projets qui auraient candidaté avec des équipes non mixtes, donc sans chercheurs ou sans association, afin de pouvoir essayer de faire émerger un projet commun sur la base de ces deux projets non mixtes. On pourra également étudier la possibilité de solliciter notre réseau. Cela étant dit, j'insiste quand même sur le fait qu'on est dans une expérimentation et que la démarche de mise en lien est bien dans un mode expérimental pour l'Institut. On n'a pas la main sur la remontée des projets, donc on ne sait pas ce qu'on va recevoir, on ne sait pas si on aura beaucoup de projets non mixtes ou pas, et surtout, on ne sait pas si les thématiques des projets non mixtes pourront matcher les uns avec les autres. Donc, on ne peut pas garantir que les projets non mixtes puissent être mis en relation avec un autre projet. Si on n'arrivait pas à mettre en commun ces projets, donc on aurait des projets qui ne seraient finalement pas des projets de recherche participative, puisqu'ils n'incluraient pas les deux composantes qui sont centrales à la recherche participative. Voilà, donc j'insiste sur le fait que vu qu'on ne peut pas garantir de manière systématique cette mise en lien, vous êtes vraiment vivement encouragés à essayer de faire cette démarche de mise en lien par vous-même en amont. Encore une fois, les projets qui seront soumis au stade de l'AMI n'ont pas vocation à être aboutis. Donc, si tout n'a pas été défini pour le 3 juin, ce n'est pas grave. Vous aurez quelques mois pour aboutir à la construction du projet de manière collaborative entre acteurs et chercheurs. Voilà pour ce qui est de la présentation du dispositif de mise en lien. On retourne du coup maintenant aux questions-réponses. Donc encore une fois, je parlais, donc je n'ai pas du tout vu, j'ai vu qu'il s'était passé plein de choses dans le chat, mais je n'ai pas pu voir. Florian, si tu souhaites commencer à répondre, tu es le bienvenu. Oui, oui, mon micro est… Oui, c'est bon. Oui, je peux démarrer. Sachant que beaucoup de questions ont été posées et tu as apporté des réponses au fur et à mesure. Une question de Mariek, côté recherche, une structure type cellule de valorisation travaillant sur la recherche participative, acteur-chercheur peut-elle postuler ou c'est un chercheur en son nom uniquement? En fait, moi je dirais qu'il faut plutôt un chercheur qu'une cellule de valorisation sur la recherche participative. Après, la cellule, elle doit travailler sûrement avec des chercheurs. Donc, là, j'aurais envie de dire que c'est un chercheur de la cellule, en fait, qui devrait porter. Mais en tout cas, le projet de recherche, il doit impliquer un chercheur et ce chercheur doit nous être identifié. Voilà. Et si un ou plusieurs chercheurs fait partie de l'association, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs parties? Ben, non, du coup. Non, je pense pas. Florian, tu confirmes qu'a priori, un chercheur qui fait partie d'une association… Oui, sauf que là, on est dans le cas d'une association de chercheurs, je crois. Donc, je ne sais pas, en fait. c'est ce qui est précisé en dessous. Ah, pardon, j'ai que un morceau de la question, alors. OK. Donc, en fait, on redit bien que l'objet doit être le fait associatif. Donc, est-ce que là, c'est l'association de chercheurs qui se prend comme objet de recherche? C'est quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. Donc, voilà. Donc, sur le principe de chercheurs intégrés dans des associations, bah, ça peut être un schéma. Ce qu'il faut, c'est pour nous, c'est qu'il y ait bien la double logique de l'acteur impliqué dans la coproduction de la recherche au même titre que le chercheur. On peut avoir peut-être effectivement, enfin on peut avoir une double casquette de chercheur-acteur. Sur quel est en moyenne le ratio entre projets sélectionnés
fin de processus et projet présélectionné sur l'appel à manifestation d'intérêt. En fait, vous aurez compris qu'on est dans une expérimentation. Donc, les 2 premiers appels à projets de l'Institut n'étaient pas sur cette… enfin, c'était des appels à projets, ce n'étaient pas des appels à manifestation d'intérêt. On n'était pas en recherche participative, donc on n'a pas de point de référence, comme quand on est dans le cadre d'une expérimentation. Donc, du coup, on n'a pas de ratio de moyenne à partager avec vous à ce stade. Sur la question des salaires, les salaires d'un chercheur hors université sont-ils éligibles pour le travail effectif pour la recherche, par exemple sur un 30 ou 40% alloué à l'étude? Oui. Oui, ils sont éligibles. Alors, sur la question concernant le temps de la recherche, je ne trouve plus la question concernant Vous le pensez temps. que ce travail oui. peut mobiliser une association sur combien de temps, par semaine ou par mois? C'est pas Alors, évident de répondre. Ça va vraiment Ouais. dépendre du type de projet. Ce qui est certain, c'est que effectivement, c'est une exigence dans la durée. Mais ensuite, effectivement, ça va dépendre de la nature du projet, de son ampleur, enfin, de toute une série de paramètres. Et donc là, c'est compliqué à ce stade-là d'estimer le temps. Peut-être qu'Elena peut nous dire, elle a une expérience de la recherche participative, peut-être qu'elle peut nous… Elena, si tu as une idée de ça, n'hésite pas. Oui, non, j'ai répondu à Florian que pour moi, ça dépend beaucoup du type de projet. C'est un peu difficile de dire, d'estimer le temps de manière générale sur des projets qui vont sûrement prendre des formes, des modalités assez différentes. Donc, oui, non, je n'aurai pas de réponse là-dessus. Merci Elena. Donc, un témoignage de Pamela sur une annonce. Peut-être il y avait une question sur l'international. Est-ce que des groupements, associations, chercheurs hors France sont éligibles? Yannick, pour une réponse? Oui, il n'y a évidemment pas d'exclusion à l'égard de la dimension internationale. L'IFMA ambitionne de développer ses activités à l'international. Nous avons d'ailleurs déjà un groupe de travail sur la dimension européenne du fait associatif qui est très dynamique et dont les travaux sont vraiment passionnants. Donc, réponse de principe, oui. Réponse opérationnelle, comment peut se monter le dossier, le financement, etc. Ça s'examine au cas par cas parce que tout dépend de la nature juridique du groupement, de l'existence d'une partie de ce groupement en France ou pas, etc. Il n'y a pas de réponse de principe possible à ce niveau, à ce stade, sinon pour dire que, bien entendu, s'il peut y avoir une dimension internationale, elle sera de toute façon examinée avec beaucoup d'intérêt. Il y avait une question, je la recherche, sur le bénévolat. Le coût du bénévolat est-il pris en compte? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par pris en compte. Est-ce que ça veut dire que dans le budget, on attend à ce qu'il y ait une valorisation mais extra-comptable du coût du bénévolat, c'est ça? En fait, là, sur la mobilisation, la réponse que je peux vous faire, c'est qu'on aura plutôt une lecture sur les compétences mobilisées que sur la valorisation financière de ces compétences. Donc, ce ne sera pas une lecture budgétaire, mais ce sera plutôt une lecture de quelles sont les expertises qui ont été mises, enfin, les expertises, le temps mobilisé, qui vont être mises autour de la table, tant du côté des acteurs que du côté des chercheurs. J'entends aussi donc Amorange
sur la question du temps que ça implique, là, s'il y avait des sujets vraiment très, très spécifiques et très pointus auxquels on ne peut pas répondre de façon assez générale là, nous, ce qu'on vous proposera, c'est peut-être d'avoir un échange à l'issue de la réunion, qui peut être un échange par mail ou pour entrer dans des détails qui ne sont pas possibles à ce niveau-là. On nous demande aussi la possibilité d'un cofinancement pour compléter le dispositif de l'AMI. Oui, bien entendu, les cofinancements sont tout à fait possibles. D'ailleurs, sur la lettre d'intention, vous avez bien, il y a 2 cases, budget global du projet, pardon, et budget global du projet et montant demandé à l'Institut. Donc, ça peut être 2 montants différents, sachant qu'aussi, pour ce qui est des chercheurs qui sont rattachés à des laboratoires, la prise en charge des salaires des chercheurs, la mise à disposition. Souvent, il y a des contributions dans ce cadre-là, dans ce type de projet, il y a des contributions du laboratoire en termes de moyens alloués aussi. Donc, n'hésitez pas à valoriser ça aussi. Donc, le coût de ce que va représenter les salaires des chercheurs et tout ça, ça peut être dans le budget global. Et si ce n'est pas sollicité auprès de l'Institut, dans ce cas-là, le budget sollicité est moindre. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait valoriser les apports extérieurs financiers ou en nature des laboratoires ou même des associations qui participent s'il y a des moyens qui peuvent être mis à disposition pour faciliter la recherche. Alors après, on est dans une logique d'expérimentation et de promotion de la recherche participative sur un sujet qui est aussi un sujet innovant. Donc, on sait que quand on est en financement sur des sujets, voire des méthodologies nouvelles, la question du financement est sensible. Donc, bien entendu, un cofinancement permettra au projet d'être plus solide dans la durée, etc. On le sait, mais en revanche, ça n'est pas un critère éliminatoire si le projet arrive sans cofinancement, dans la mesure où l'ambition budgétaire est en phase avec l'ambition du projet. Donc, souhaitable, pas une condition nécessaire pour postuler, dans la mesure où il y a bien une adéquation entre le budget et la sollicitation possible auprès de l'Institut et puis le projet. Il y avait une autre question. Oui, alors Juliette, si 10 projets, 20 000 euros par projet, je ne sais pas si on peut vraiment, à ce stade, partir sur une estimation de ce type-là. Je pense qu'on est… Enfin, Florian, tu me diras, mais ça dépend vraiment des projets. Non, vraiment là, on ne pourra pas vous faire une moyenne type parce que vraiment là, on est dans ce cadre expérimental et qu'on peut vous dire quelles étaient les typologies on pourrait vous dire quelles étaient les typologies de financement sur le format appel à projet précédent, mais ça n'aurait pas de sens parce que là, c'est d'autres types de projets qu'on veut soutenir et on n'a pas de référentiel à partager avec vous, comme je disais. Il y avait une question aussi par rapport à la journée du 27 juin. Si on a déjà une expérience forte de la recherche participative, à quoi servira la rencontre? Déjà, il y a… L'idée, effectivement, je pense qu'il y aura différents niveaux au niveau des participants, différents niveaux de connaissance de ce qu'est la recherche participative. Donc, on va essayer effectivement de rappeler les questions essentielles. Il y aura aussi du partage d'expérience parce que je pense que chaque recherche participative est différente, vu qu'il y a une forte dimension de collaboration, de co-construction. Je pense que ça peut être intéressant qu'il y ait du partage d'expérience qui soit fait entre les projets, se dire ce qui, selon vous, peut faciliter la démarche de recherche participative, ce qui peut y représenter un frein aussi. Il y aura aussi toute la dimension de réseau. Nous, on trouve ça important que vous puissiez vous rencontrer, vous connaître. Et puis,
Et puis, alors, on n'a pas calibré à 100% le programme à ce jour parce qu'en fait, on ne sait pas qui sera là, on ne sait pas quels seront les projets et où vous en serez les uns les autres. Donc, on affinera aussi en fonction des recherches qui nous auront été soumises pour répondre au mieux aux besoins des uns des autres. Mais en tout cas, on imagine bien aussi des temps de travail pour commencer à avancer sur son projet, éventuellement réfléchir aux recommandations, points de vigilance qui auront pu être émises par le comité de présélection, peut-être s'entretenir avec les équipes de l'Institut sur ces sujets-là. Enfin, voilà, il y aura pas mal de temps de travail aussi, et je pense que les projets pourront s'adapter en fonction de leur état d'avancement, de leur niveau de familiarisation avec la recherche participative pour que voilà, le temps leur soit utile. J'insiste, je me permets d'insister aussi sur ce point parce qu'il y a vraiment les deux dimensions, à la fois de constituer un réseau de connaissances, donc ce séminaire et en fait ce programme de l'Institut, mais si j'élargis, si je dézoome, c'est la mission de l'Institut et vraiment de constituer un réseau de connaissances, acteurs-chercheurs, voire des réseaux de connaissances sur des thématiques. Et donc, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est le point d'entrée dans la structuration d'un réseau de connaissances sur les modèles socio-économiques et la création de valeur avec des acteurs et des chercheurs. Donc, ce séminaire, il aura cette fonction-là de constituer, de donner corps un réseau de connaissances et évidemment avec une logique aussi d'échange co-fructueux. Donc, il y aura une dimension d'apport à la fois par des experts, mais on pourrait être aussi dans une logique de co-développement, donc pour que les plus expérimentés au sein du groupe puissent faire bénéficier de leurs expériences les autres participants. Et puis, il y a aussi cette logique, puisque on est à l'étape de l'appel à manifestation d'intérêt, mais qui est avant l'étape de la construction des projets. Donc, ça veut dire que les candidats vont pouvoir arriver avec un projet qui ne sera pas ficelé et le temps du 27 est vraiment pensé comme un temps aussi d'interaction entre l'Institut qui aura étudié les intentions présentées avec son comité stratégique, avec son comité scientifique, avec ses partenaires. Donc, un temps d'interaction entre l'Institut et puis les candidats, et ce qui permettra aux candidats après les candidats présélectionnés, ce qui leur permettra de repartir en construction de leur projet avec les recommandations émises par les instances de l'Institut. Donc, c'est aussi un temps qui sera important pour la structuration des projets dans leur étape suivante. Alors, il me semble qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Pardon si on en a loupé une ou deux. Ce n'est pas facile avec le chat. Ok. Le lien pour l'appel complet est bien sur le site de la Fondation. Oui, peut-être, voilà. Ah oui, merci Varalia. Voilà. Vous avez remis tous les liens essentiels. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la conclusion. Donc, je vais donner la parole à Yannick pour conclure ce temps d'échange. Merci Florian. Une conclusion essentiellement en forme de remerciement. D'abord, un remerciement tout particulier à Elena Lassida et à Laurent Gardin qui ont préparé, qui ont piloté le côté scientifique de toute cette démarche, et aux 45 participants à nos groupes de travail, composés, je l'ai rappelé, de chercheurs et d'acteurs associatifs. L'Institut, c'est une petite équipe, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est Florian et Claire, mais c'est un réseau qui grandit chaque jour de contributeurs, de bénévoles, de participants, de partenaires, de parties prenantes. Le vocabulaire est riche pour désigner tous ceux qui participent à nos travaux, et c'est bien la dynamique que nous essayons d'inciter et d'animer
que ce travail de coopération, de collaboration sur les enjeux de recherche. Merci aux participants au webinaire qui ont, grâce à leurs questions, qui nous ont permis d'éclairer le sens de notre démarche. Un certain nombre des réponses ou des presque réponses que nous avons données restent très ouvertes, c'est-à-dire que c'est un appel à manifestation d'intérêt. Nous espérons réunir à partir de cette démarche des équipes, des chercheurs, des associations qui vont avoir envie de travailler ensemble. Je l'ai dit en introduction, je le redis en conclusion, notre but n'est pas de mettre des équipes en compétition, il est de réunir des capacités contributives, des capacités d'enquête, des capacités d'intelligence collective pour faire avancer la connaissance sur ces enjeux. Et c'est bien dans cet esprit que nous travaillons. Florian a dit que les ressources disponibles pour cet appel à manifestation d'intérêt étaient aujourd'hui de l'ordre de 200 000 €. La thématique intéresse réellement de nombreux partenaires. On ne peut pas exclure que la présentation des projets qui sont retenus dans l'appel à manifestation d'intérêt nous permette de lever de nouvelles ressources. En tout cas, ça fait partie de la dynamique que nous espérons mettre en œuvre. Voilà, donc merci à tous pour votre participation je souhaite que vous soyez évidemment nombreux à candidater. Je rappelle que cette candidature, c'est une lettre d'intention, donc à ce stade, il ne s'agit pas de monter un dossier complet, mais de présenter de manière convaincante un projet, une démarche, une ambition. Et donc, merci de votre contribution. Et pour ceux que nous aurons retenus, rendez-vous le 27 juin.